On va partir et on va introduire par un sujet qui va être fort intéressant, c'est la complexité des troubles. Et donc, dans ce cadre-là, a été invité donc, le professeur David Cohen, avec qui la fédération travaille déjà au moment du Covid. D'ailleurs, on a été très actifs et c'était assez sympathique puisque la Salpêtrière avait ouvert un numéro justement d'écoute par rapport aux familles qui étaient complètement isolées, plus de orthophonisme. Voilà. Donc sans tarder, je passe la parole à David. Bien, bonjour à tous et merci d'être encore vigilants en postprandial là, avec une matinée déjà très chargée et merci à Michel et à l'ensemble du groupe de PACA de l'invitation. J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir dans le Sud. Et donc, effectivement, on m'a demandé de faire deux choses. Vous parlez des troubles multidisques, qui est un sujet qui m'est tout à fait cher, et j'espère vous transmettre pourquoi. Et également de dire un mot sur les nouvelles technologies. Donc, j'ai essayé de faire les deux. Alors, je vous propose le plan suivant. Ce sera vraiment des petites ébauches, hein, parce que le sujet est trop vaste. C'est pour introduire l'après-midi. Quelques questions historiques, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de savoir d'où on vient et quelles sont finalement les questions auxquelles on croit avoir répondu et qui ne sont pas toujours finalement des réponses exclusives. On parlera aussi des causalités des troubles du neurodéveloppement, parce que c'est un petit peu la terminologie contemporaine. Alors les multidisques, pourquoi faire? Parce qu'après tout, est-ce que ça apporte quelque chose de cette définition? J'essaierai de vous dire pourquoi. Et puis je prendrai des exemples dans des recherches qu'on a réalisées avec mon équipe, essentiellement d'ailleurs dans le syndrome de Gilles de la Tourette. Et puis, si on a le temps, j'aurai à la fin une présentation clinique et les nouvelles technologies. Alors, j'ai mis un certain nombre de noms, de photos, je ne vais pas venir sur le détail, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, c'est simplement pour dire que, d'abord, la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, elle s'est construite autour de la distinction de la déficience intellectuelle et de l'autisme. Vous avez des noms qui ont été importants dans ce domaine. Mais finalement, après les années 70, il y a un autre questionnement qui a traversé la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent avec les concepts de dysharmonie, de multiple complex developmental disorder, de deficit in motricity and perception. Tout ça, ce sont des concepts qui ont été inventés par Donald Cohen, c'est un homonyme américain, Nisa Bello pour dysharmonie, Christopher Gilbert pour le DAMP. Et également, ce qui est assez intéressant, par l'équipe du NIH de Judith Rapaport, le Multidimensionally Impaired, qui était en fait un diagnostic différentiel dans la conception de Judith Rapaport des diagnostics différentiels de schizophrénie à début précoce. Ça, c'est pour l'histoire du syndrome. Et Gabrielle Carlson, qui est la dernière photo que vous voyez sur la droite, qui est l'ancienne présidente de l'American Academy, pour décrire ces enfants, elle les appelle les diagnostically homeless du DSM. Qui est un terme que je trouve plutôt pas mal. Alors aujourd'hui, l'autisme, qui est quand même notre objet historique de départ, voilà la définition. Donc, il n'y a plus que deux dimensions, d'un point de vue de la symptomatologie, que je ne vais pas rappeler puisque la plupart d'entre vous les connaissez, je pense. Mais vous avez, et ça c'est une originalité, l'apparition de specifiers sur la sévérité, sur la déficience intellectuelle, le langage, les maladies génétiques associées, et même la catatonie. C'était une surprise pour moi de voir apparaître la catatonie d'ailleurs, alors que j'en suis assez spécialiste, je pense, mais c'est comme ça. Et puis, vous avez un diagnostic à côté qui s'appelle trouble de la communication sociale pragmatique, qui, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, reprend finalement le tableau de dysphasie pragmatique d'Isabelle Rapin, qui était une des dysphasies qu'elle avait décrites à l'époque du démembrement, encore une fois, des tableaux de troubles de la communication et du langage. Et tout ça, c'est inclus dans les troubles du neurodéveloppement, qui sont la liste des pathologies que je ne vais pas reprendre pour vous sur cette diapo. Ce qui paraît très important, juste en bas, vous avez Tourette syndrome, donc c'est pour ça que je vous en parlerai tout à l'heure, parce qu'il fait partie aussi des troubles du neurodéveloppement maintenant, comme le TDAH, même si le TDAH, je le dis parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous vous intéressez à cette question, le DSM, dans son introduction, dit bien qu'il n'y avait pas d'argument supplémentaire pour mettre le TDAH dans les troubles du neurodéveloppement que de le laisser dans les troubles externalisés comme c'était dans le DSM-4. Donc c'est un choix classificatoire, il y avait des arguments pour les deux, et le choix classificatoire est un choix aux États-Unis qui est souvent un choix pragmatique, ils veulent voir si ça améliore finalement le repérage et les prises en charge si on le met dans les troubles du neurodéveloppement plutôt que dans les troubles externalisés. Voilà. L'autre élément qui me paraît très important, c'est ce qui est en bas, je ne sais pas si vous arrivez à lire d'ailleurs le diapo, c'est que les troubles du neurodéveloppement dans le DSM, en fait, c'est un peu un abus de langage.
quand on regarde la définition de neurodéveloppement dans le DSM, que je vous ai remis en rouge. C'est un certain nombre de troubles qui sont causés par une dysfonction précoce du développement du cerveau, donc là on a la définition de neurodéveloppement, on va dire classique, ou dont l'occurrence précoce risque d'impacter le développement du cerveau. Et là c'est déjà très différent. Et je crois que malheureusement en France, on oublie cette deuxième partie de la définition. Alors, quelles sont les causes des TND ? Ça va être extrêmement rapide, j'ai 4 messages. Premier message, il y a un certain nombre de causes génétiques, qui peuvent être des mutations rares, qui peuvent être ce qu'on appelle des CNV, c'est-à-dire des petites pertes d'ADN ou des duplications d'ADN, donc un peu des micro ou des macro-trisomies ou des lésions. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces anomalies peuvent être associées à plein de troubles du neurodéveloppement différents. Alors parfois avec des fréquences qui sont variables en fonction des troubles du neurodéveloppement. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle des variants fréquents et peu finalement contributifs en termes de risque. Alors ce que j'appelle peu contributif en termes de risque, c'est que quand vous avez un variant, on le considère d'ailleurs dans les common variantes non pathologiques, mais il augmente un tout petit peu le risque. C'est des odds ratios de 1, 2, 1, 3. Donc d'un point de vue clinique, ça n'a pas beaucoup de, de relevance, on dit en anglais, comment on dit en français ? De pertinence, merci. Avec les diapos français-anglais, des fois je m'embrouille. Et ce que je trouve très très intéressant, c'est un papier comme on est dans le Psychiatrie Génomique Consortium, qu'on signe à 500, mais qui est le papier, qui est un papier qui a 3 ou 4 ans dans Science, qui comparait justement les maladies neurologiques et les maladies psychiatriques du point de vue des variants communs. Donc encore une fois, de ces causes génétiques très faibles, mais qui, quand elles sont cumulées à 10-15 variants, finissent par expliquer une part de la variance associée. Eh bien, ce qui était assez fascinant, c'est la diapo de droite. C'est les maladies, vous voyez, migraine, épilepsie, stroke, tout ça, ça c'est les maladies neurologiques. Ce qui est intéressant, c'est que les variants communs dans les maladies neurologiques, ils sont assez spécifiques des maladies neurologiques. Quand vous avez un variant qui est pour le stroke, c'est pas le même variant que pour le Parkinson, pour faire simple. Et vous en avez 10, 50 des variants fréquents qui expliquent ces maladies. Quand vous êtes du côté des maladies psychiatriques, ben là c'est le grand mélange. Et il y a même une maladie neurologique qui vient dans le mélange, c'est la migraine. C'est assez intéressant parce qu'il y a plein de théories psychosomatiques de la migraine. Et on a beaucoup de mal à séparer finalement les pathologies neurodéveloppementales parce que vous voyez dans les maladies psychiatriques, il y a tout, hein. Il y a même anxiété, dépression, troubles obsessionnels compulsifs, mais il y a aussi autisme, Tourette, dans cette ADHD. On a beaucoup de mal à séparer les variants communs. Autre élément que je voulais vous signaler, c'est que, à part les causes génétiques, vous avez aussi des causes environnementales. Dans les causes environnementales, vous en avez un certain nombre que j'ai listé. D'ailleurs, c'est une revue que j'aime beaucoup parce qu'elle est en français en plus. Ça, c'est les collègues canadiens qui l'ont fait, Michel Nguyen. Je vous ai mis à côté celles dont on a parlé de manière plus récente, comme la migration par exemple, comme les encéphalites précoces, les souffrances périnatales et bien sûr le valproate, puisqu'il y a eu plein de recommandations. Et une vieille histoire, c'est la déprivation. Vous savez, il y a eu beaucoup de conflits avec les psychanalystes. Est-ce que la déprivation, c'est de la dépression seulement ? Est-ce que ça peut induire des troubles du neurodéveloppement ? Et même Michael Reuter, qui est le grand psychiatre anglais, qui voulait montrer que la déprivation n'était pas une cause de troubles du neurodéveloppement, a dû convenir, dans la grande étude sur les adoptés roumains, que malgré tout, un certain nombre restaient dans les troubles du neurodéveloppement avec des déficiences intellectuelles et avec des tableaux autistiques, que seul lui a pu décrire comme quasi-autisme, mais quand on regarde les critères de ces enfants, il avait tous les critères d'autisme néanmoins. Autre élément, sur la pollution atmosphérique, qui est un sujet très contemporain, et vous avez de plus en plus d'études. Donc là, je vous ai mis la première qui était sortie en 2013 dans le JAMA. Ça a été confirmé avec d'autres variantes, à combien de kilomètres on habite de l'autoroute quand on est enceinte, des choses comme ça. Et ça sort. Alors ça sort avec des odds ratios qui ne sont pas très élevés, mais quand on sait à combien de population est aujourd'hui exposée à la pollution, puisque tout le monde habite dans des grandes villes, du coup ça devient un problème de santé publique et d'un problème développemental. Et puis les statuts socio-économiques. Alors là c'est plus compliqué les statuts socio-économiques parce qu'il y a beaucoup de variables et les analyses multivariées ne sont pas toujours simples.
Néanmoins, les grandes enquêtes, les grandes études épidémiologiques, en particulier scandinaves, où ils arrivent à avoir des registres avec beaucoup de données qu'ils peuvent contrôler, sortent quand même un effet spécifique. Ce qui est certain par contre, c'est que ça aggrave les tableaux quand il y a des difficultés socio-économiques. Donc c'est aussi un facteur de modération et d'aggravation. Alors, sur cette diapo, j'ai essayé de vous expliquer ce que je vous ai dit sur les variants forts et les variants communs. C'est-à-dire qu'en haut, je vous ai mis quelques causes génétiques qui ont des variants forts, et puis d'autres qui ont des variants plus faibles, c'est-à-dire une causalité plus faible. Mais c'est vrai aussi pour les facteurs environnementaux, même si en général les facteurs environnementaux ont un facteur causal qui est moins fort que les facteurs génétiques puissants. Et puis, cette autre idée qui est extrêmement importante, c'est que quand là, le CHANK3, les délétions CHANK3 ou les mutations CHANK3, c'est vraiment un facteur fort de causalité génétique. Et vous voyez que, en même temps, quand on regarde les phénotypes, c'est-à-dire la maladie clinique qui vient, elle est relativement variée, même s'il y a beaucoup de tableaux avec des troubles du neurodéveloppement sévères. Mais c'est vrai aussi pour les causes environnementales, si on prend les prématurités sévères, là aussi vous avez une extraordinaire variété de devenir, avec des proportions qui sont aussi différentes, et qui parfois d'ailleurs dépendent du type de prématurité, et si c'est associé à un petit poids, une souffrance fétale, etc. Et du coup, moi j'ai tendance, j'ai fait cette diapo pour essayer de résumer en quoi un trouble du neurodéveloppement doit se comprendre d'un point de vue étiologique. Vous avez en bas toute l'organisation fétale et développementale précoce cérébrale, avec le pruning, les synapses, le développement précoce, etc. Vous avez les causes génétiques et leurs fonctions des gènes à côté, et puis les causes environnementales. Et ce que l'on voit, c'est que la plupart de ces causes génétiques et la plupart de ces causes environnementales sont des causes qui vont impacter le développement précoce. Donc il y a une fenêtre temporelle, et finalement ça va créer des trajectoires altérées neurobiologiques, et probablement la terminologie du DSM-4, je la trouvais beaucoup plus intéressante, c'était Pervasive Developmental Disorder, pour parler de troubles autistiques, parce que vraiment il y a un développement déviant. Mais c'est vrai aussi pour les autres troubles du neurodéveloppement, avec encore une fois des probabilités qui sont plus ou moins importantes en fonction de la précocité du trouble. C'est aussi très important parce que vous avez vu dans la liste, vous avez des troubles qui ne sont pas du tout précoces dans la liste actuelle des troubles du neurodéveloppement du DSM-5. Certains le sont par exemple. Alors Multidis, pourquoi faire? Multidis, en fait, de mon point de vue, c'est essentiellement pour ces cas complexes entrer dans une clinique dimensionnelle. Ce qu'a essayé un tout petit peu de faire le DSM-5 pour l'autisme, pour les TSA, mais en fait, il y a eu plein de discussions dans le comité du DSM-5 et ils n'ont pas été jusqu'au bout du raisonnement. Parce qu'en fait, le dimensionnel, c'est-à-dire les spécifieurs qu'ils ont utilisés, c'est quand même le b.a.-ba du clinicien. C'est-à-dire, est-ce qu'il parle, est-ce qu'il ne parle pas? Est-ce qu'il y a une déficience intellectuelle sévère ou pas? Une maladie génétique? On ne sait pas de la clinique dimensionnelle. La clinique dimensionnelle, c'est ce que je vous mets là, c'est-à-dire regarder ligne par ligne, si je puis dire, dimension par dimension. Et ce que je me suis amusé à faire, vous pourrez le voir dans les correspondances sur cette diapo que je laisse, elles sont en disposition bien entendu, c'est que vous avez les diagnostics dont je vous ai parlé historiques, qui sont des diagnostics de recherche, quelle combinaison de dimensions auxquelles il s'était finalement intéressé. Par exemple, le DAMP de Christopher Gilbert, oui, c'était attention, motricité et hyperactivité. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qu'on rencontre qui ont ces profils-là. L'autre façon de voir, j'ai remis la liste des dimensions, mais c'est le bas de la tableau de la diapo que je voulais évoquer avec vous. C'est qu'en sciences cognitives, la plupart des gens sont formés avec l'idée que lorsque on a une fonction cognitive qui a bien été décrite, avec des outils qui peut la mesurer, etc., on a tendance à penser qu'elle est finalement autonome. C'est ce qu'on appelle le principe de Fodor. En fait, on se rend compte, dans les cas complexes, que le principe de Fodor est vrai, mais jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire que quand des enfants ont plusieurs troubles dimensionnels en termes de développement, tout ça va aussi interagir sur le reste et va compliquer les trajectoires développementales de ces enfants. Et c'est pour ça que je pense que la clinique dimensionnelle sur les cas complexes, elle est essentielle. Alors, je vais prendre un exemple parce que j'ai vu le programme et je voulais plutôt cibler sur la motricité. La motricité, voilà, dans le DSM, c'est trouble des acquisitions motrices. C'est quand même pas très sexy comme dimension motrice, parce que dans la motricité, vous avez la motricité globale, la motricité fine, la motricité kinétique, des choses dont on parle jamais, c'est-à-dire la sensorialité haptique et la proprioception. Je sais même pas, vous savez ce que c'est que la sensorialité haptique ou pas? L'haptique, c'est en fait, c'est tout, et c'est important de comprendre
que c'est beaucoup plus difficile à travailler que le reste en neurosciences. Parce que par exemple, les yeux, et c'est pour ça qu'il y a énormément de travaux sur la vision, en neurosciences, c'est presque la neuroscience des nuls. Pourquoi? Parce que vous avez deux organes sensoriels simplement, qui sont en plus coordonnés, une aire occipitale qui synthétise tout ça, et deux voies, une supérieure, une inférieure, et en termes de récepteurs dans l'œil, vous avez juste deux récepteurs, et en plus qui sont anatomiquement localisés de manière homogène, la fovea et la périphérie. Donc c'est assez simple à modéliser. La peau, c'est ça l'haptique, c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est corps entier. Vous avez au minimum 4 récepteurs, et encore certains pensent qu'il y en a beaucoup plus. Sensibilité tactile, profonde, douleur, chaleur. Et en plus, vous avez une distribution qui est, irrégulière au niveau du corps. Bien sûr, dans les mains, vous avez beaucoup plus de récepteurs, de sensibilité. Donc la modélisation haptique, et alors là, les aires corticales, il y en a partout. Donc modéliser ce qui se passe au niveau haptique, c'est extrêmement compliqué et difficile, et c'est pour ça qu'on a moins d'études dessus. Mais c'est une dimension qui, chez certains enfants et patients, peut être extrêmement intéressante à repérer et à travailler. Il y a toutes les questions d'intégration sensorimotrice dont on parle un peu plus aujourd'hui. Et puis, il y a bien sûr les aspects spécifiques de motricité orofaciale ou même de motricité neurovisuelle, parce qu'il y a aussi des éléments assez intéressants, en particulier quand il y a des enfants qui ont besoin d'orthoptistes, vous le savez très bien. J'aime bien rappeler, même si la référence est plus récente, mais c'était déjà John Hare qui avait décrit ça, la grande rééducatrice enfant américaine, les problématiques d'intégration sensorimotrice, et c'est comme ça qu'elle présentait ça de manière dimensionnelle, indépendamment des diagnostics catégoriels, parce que bien sûr, quand il y a un enfant aveugle ou quand il y a un enfant sourd, ça va complètement modifier, ça nous paraît une évidence, la manière dont vont se réorganiser les autres dimensions, mais même chez les enfants qui n'ont pas un trouble de la discrimination sensorielle, on peut trouver, encore une fois, des problématiques qui méritent d'être approfondies de ce point de vue-là. Alors, un exemple pour les Tourettes. Donc, vous avez que les Tourettes, c'est dans les troubles du neurodéveloppement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé dans la base de données, puisqu'on travaille avec le Centre référent national Gilles de la Tourette, qui était à la Salpêtrière, on a regardé de manière dimensionnelle tous les enfants qui avaient été, je crois qu'il y avait 200, je ne me souviens plus le nombre exact, dans cette étude, et on a fait ce qu'on appelle une analyse en cluster en fonction des dimensions neurodéveloppementales. Donc là, vous avez toutes les dimensions qu'on a regardées, vous avez vu, on a quand même pas mal détaillé, et la fréquence de ces différentes dimensions en termes de dysfonctionnement chez les enfants Gilles de la Tourette, alors qui viennent à un centre référent national, donc ils ont quand même un profil un peu particulier. Et ce qu'on a fait, c'est une analyse en cluster, c'est-à-dire qu'on a voulu regarder comment les enfants et ces dimensions-là se distribuaient finalement en grands groupes. Et on obtient 3 clusters. Un premier cluster qui est celui du milieu, qu'on a appelé C2, qui sont les tourettes pures. Ils ont un tourette, c'est-à-dire des tics, divers et variés, et puis pas grand-chose à côté. D'un point de vue neurodéveloppemental, c'est un cluster sur le neurodéveloppement. Un deuxième groupe, qui est le C1, où vous avez plein de troubles du neurodéveloppement comorbides. Et ce qui était intéressant, c'est que finalement, ce cluster-là, on l'attendait, parce que c'est un cluster qu'on connaît, c'est les cas Gilles de la Tourette complexe, ils sont un peu TDAH, ils ont des problèmes de communication, de coordination, etc. etc. Bon. Et c'est pour ça que je vous prends cet exemple. Quand ils ont un TDAH associé, c'est une bonne indication de prescription de stimulants pour les aider d'un point de vue attentionnel, surtout quand on a pu contrôler leur tic, parce qu'il se trouve que les stimulants parfois peuvent aggraver les tics. Bon. Et puis, on a vu apparaître un autre cluster, assez intéressant, parce que c'était des enfants en moyenne plus intelligents que les autres, parce qu'on avait aussi le QI, mais qui avaient surtout des difficultés de calcul et des pseudo-troubles de l'attention. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire que, quand ils n'avaient pas de traitement pour les tics, ils avaient des difficultés attentionnelles. Par contre, quand on traitait leurs tics, ils n'avaient plus de difficultés attentionnelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était des enfants qui essayaient de se contrôler à l'école, à cause de leur tic, donc ils tenaient pour ne pas faire de tic, et ça c'est fatigant pour un enfant. Et du coup, effectivement, ils étaient moins attentifs. Et c'est pour ça que là, dans ce groupe-là, il n'y a pas d'indication de prescription de stimulants, et c'est pour ça que, sauf quand c'est évident, en règle générale, nous ce qu'on fait quand on a un Gilles de la Tourette avec des difficultés attentionnelles, on fait d'abord le traitement des tics, et on attend de vérifier qu'il y a des difficultés attentionnelles avant de prescrire aussi un stimulant, alors que certaines équipes, des fois, vont beaucoup trop vite, de mon point de vue, chez certains enfants. Alors, autre recherche qu'on vient de présenter dans un congrès de génétique,
c'est justement les causes fortes de pathologies génétiques dans les tableaux multidisques. Alors là, c'est un tableau multidisque, c'est la cohorte de mon service. Donc c'est une cohorte de cas extrêmement complexes et sévères. Ils avaient en moyenne, je crois, 4 ou 5 10 différents. Donc c'est pas du tout les tout venants multidisques, parce qu'on peut définir finalement à partir de 2-10 la notion de multidisque. Donc chez ces formes sévères que nous voyons, on retrouve quand même pas mal de variants, alors qui sont des causes assez franches de pathologie du neurodéveloppement. Certaines sont tout à fait connues, vous avez la liste à gauche. La liste du milieu, c'est plutôt des causes habituellement décrites dans la déficience intellectuelle et l'autisme, pas dans des cas un peu moins sévères comme nous avons là, malgré tout. Et puis, on a aussi toute une série de nouvelles anomalies. Là, pour le coup, il y a des éléments de recherche qu'il faut faire, mais dans les modélisations génétiques, ce sont en tout cas des variants qui, a priori, impactent le neurodéveloppement tel qu'il est décrit dans les modèles informatiques dont on peut disposer. Alors, quel intérêt ça a, cet abord dimensionnel, d'un point de vue thérapeutique ? D'abord parce que je vous ai mis les différentes dimensions là, et j'ai essayé de mettre dessus les différents professionnels qui s'intéressent à ces dimensions. Et puis devant, j'ai essayé de mettre qu'est-ce qu'on a d'un point de vue du développement, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue du comportement, parce que n'oublions pas que beaucoup des plaintes des enfants et des parents, c'est pas des plaintes, les parents ils viennent pas en nous disant ah mon gamin il a une dyslexie, il a une dyscalculie, il a ceci, il a cela. Ils viennent, il s'agite à l'école, il n'est pas content, il fait des crises de colère à la maison quand il fait les devoirs. C'est ça qu'on entend nous, d'abord, de la part des familles. Donc on a un certain nombre de comportements qu'on va voir, et puis il y a aussi les plaintes de l'école, parce qu'il y a eu une discussion dans la table ronde. Mais oui, mais les enseignants, eux aussi, ils n'ont pas les mêmes plaintes. Parce que leur regard sur l'enfant n'est pas le même point de vue, encore une fois, que les parents, ni même que les cliniciens. Donc j'ai essayé de mettre des choses un petit peu de manière globale sur cette diapo. Et ce que je vous ai mis sur celle-ci, c'est le fait que quand on regarde les éléments en termes de développement, il ne faut pas oublier qu'on apprend la langue à laquelle on est exposé, la langue orale à laquelle on est exposé quand on est tout petit, mais on n'apprend pas à lire spontanément. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur la culture. On apprend à lire parce qu'on va à l'école. Dans les pays où il n'y a pas d'école systématique, il y a beaucoup d'illettrés. Et pourtant, il y a des affiches, il y a du langage écrit, il y a tout ce que vous voulez. Alors c'est vrai que c'est fascinant de se dire que quand on apprend à lire, on va tous spécialiser la même aire cérébrale, au même titre que quand on apprend à compter, on va spécialiser tous la même aire du nombre qu'on a déjà en prémisse à la naissance. D'un point de vue évolutif, c'est un peu différent de la lecture. Mais c'est quand même passionnant. Mais en même temps, il y a des facteurs culturels. Par exemple, les difficultés des filles en maths, aujourd'hui, tout le monde sait, en tout cas en neurosciences, que pour une bonne part, c'est des stéréotypes de genre. Et ça, c'est pas en voyant des orthophonistes spécialistes en calcul que ça marchera. Ah, tu dis non de la tête, les derniers papiers de Science et des États américains qui ont modifié les comportements dès la maternelle par rapport aux mathématiques sont spectaculaires. Et je rappelle que nous, quand on va je suis dans un laboratoire de roboticiens, il y a que des mecs. Quelques filles, mais il y a quand même majoritairement des mecs. Parce que dans les classes préparatoires, vous avez aussi 80% de mecs, 20% de filles. En Corée et à Singapour, vous avez autant de mathématiciens femmes et autant de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Et je ne crois pas qu'il y ait un gène d'Asie des mathématiques chez les filles. Ça n'a pas été décrit en tout cas. Et ça, c'est une autre façon de voir les choses dans le partenariat avec les écoles, parce que quelque chose qu'on n'évoque pas aussi souvent, c'est la question de la motivation de l'enfant et de la pédagogie à l'aider à progresser. Or, un enfant ne peut progresser que s'il est en situation de confiance par rapport à un système. Un système qui est l'école, un système qui est sa famille, et un système qui sont les soignants qui s'occupent de lui. Et donc, c'est très important de pouvoir voir qu'est-ce qu'il vit dans son monde interne et qu'est-ce qu'il vit dans son monde externe. Alors oui, dans l'extérieur, vous allez voir les difficultés d'apprentissage, le dégoût de l'école, les colères, le refus, tout ce que vous voulez. Mais à l'intérieur, c'est la peur de l'abandon, c'est la faible confiance en lui-même, c'est le sentiment d'être rejeté par les adultes, etc., etc. Et ça, c'est des choses qu'on entend chez les enfants qui sont en difficulté d'apprentissage. Alors les nouvelles technologies dans tout ça, là, je fais un grand saut, mais ça reste dans les thérapeutiques. Donc on travaille sur 4 projets actuellement. Le premier, Igolia, c'est un jeu sérieux pour les enfants qui ont des TSA et des troubles de l'interaction. Et disons, l'astuce de ce jeu, c'est d'obliger l'enfant, pour pouvoir jouer à ce jeu, à interagir avec son parent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le jeu est divisé en 2 tablettes, une pour l'enfant, une pour le parent. Et encore une fois, pour jouer, il a besoin des réponses du parent, il a besoin d'interagir. Donc on force l'interaction.
Et on travaille essentiellement l'imitation et l'attention conjointe qui sont les prérequis du langage. Et donc on est en train de démarrer un essai randomisé médico-économique qui, j'espère, va avoir les autorisations. C'est 3 ans qu'on attend. Mais ça avance, hein. Normalement c'est pour la rentrée. Deuxième jeu, Dynamilis, qu'on a développé avec l'équipe de l'EPFL à Lausanne, qui est un jeu en fait où il y a toute une série d'algorithmes qui sont introduits dans ce jeu et qui sont basés sur une analyse de centaines d'enfants en termes d'écriture. Alors c'est un jeu qui est disponible que sur iPad, mais qui est en 4 langues, anglais, italien, allemand, français. C'est un jeu donc où on a pu montrer que chez les enfants dysgraphiques, il était extrêmement important d'avoir un certain contrôle de la pression, de l'angle d'attaque d'écriture, mais également de la régularité, c'est-à-dire de l'harmonie du mouvement. Donc en fait, les enfants, en jouant à différents jeux, travaillent ces questions de pression, d'angle d'attaque, etc., parce qu'ils ne jouent qu'avec un stylet sur l'iPad. Le troisième jeu, c'est Mila Learn, qui est un serious game dont a évoqué indirectement Nathalie tout à l'heure pendant le confinement, puisqu'on a fait une étude à grande échelle grâce à vous. Je dis vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens de la Fédération des BIF, beaucoup de familles. Et c'est vrai que ça nous a permis de faire une étude à grande échelle que je crois que j'aurais jamais imaginé pouvoir faire. Et ce qui nous a permis de faire une nouvelle version de Mila, beaucoup plus aboutie, et qu'on teste actuellement dans un essai randomisé, avec inclusion à distance. Donc on est assez fiers d'avoir pu convaincre la NSM de l'inclusion à distance. Et donc c'est contre un jeu placebo et on attend les résultats, j'espère prochainement. On est à 90 inclusions, il faut qu'on arrive à 150. Et puis dernier projet, c'est un projet d'assistance scolaire robotique. Alors là c'est encore plus folklorique si je puis dire. Et c'est très très préliminaire comme type de travail, mais notre idée c'est de programmer toute une série d'actions de robots qui pourraient justement certains enfants très en difficulté en classe les accompagner avec des jeux sérieux, mais à stimuler leur motivation grâce à l'interaction avec le robot. Alors, on a testé ce système robotique chez un enfant, qui était un enfant qu'on avait en hôpital de jour, donc psychopédagogique dans mon équipe, qui avait toutes les difficultés que vous voyez là. Donc c'était vraiment un enfant relativement complexe, des difficultés de langage oral, de motricité, de cognition, des difficultés familiales, des défenses hyper rigides, et il refusait de prendre un stylo en main, ou un crayon en main depuis plus d'un an. Donc impossible de faire quoi que ce soit à l'écrit. Donc les psychomotriciens étaient quand même très très en difficulté pour l'aider du point de vue de sa dysgraphie qui était extrêmement sévère. Donc il a eu un traitement multidimensionnel comme je vous ai décrit précédemment. Et ce que je ne peux pas vous montrer, mais vous l'avez en ligne sur le site de mon service, c'est la vidéo qui décrit l'évolution de cet enfant sur 1 an de prise en charge avec le système repris et automatisé. Et c'est pas évident quand un enfant a et des difficultés attentionnelles, et une dyslexie, et une dyspraxie. Voilà. Et je vous laisse là parce qu'on voit, parce qu'on pourrait me dire, choisis un enfant, mais il n'a pas trop de difficultés. Donc après 2 ans dans notre hôpital de jour, il est ressorti en Ulysse. Et voilà ce qu'il pouvait dire. C'est mot pour mot, encore une fois, son discours. Vous reconnaissez le trouble phonologique quand même, et d'ailleurs d'autres éléments de difficulté de langage oral. Vous avez également les néologismes, le finlandois, et bon, c'est un pays où il y a encore de la neige, donc pourquoi pas, après tout, aimer la neige. Et c'est vrai que c'était assez sympathique d'avoir une famille qui était complètement en difficulté éclatée, accepter finalement qu'on fasse un film, que finalement de recevoir le cinéaste à domicile pour voir la reprise scolaire de l'enfant, c'est ce que vous voyez dans le petit film, le montage de 4 minutes, parce qu'au départ, c'était pas évident, encore une fois, vu le sentiment de rejet qu'avaient et l'enfant et sa famille par rapport au système scolaire. Un peu de pub pour un bouquin relativement classique, mais que j'ai beaucoup modifié, justement pour tenir compte des aspects cognitifs, langage, mathématiques, etc., enfance et psychopathologie. Parce que je crois quand même, malgré ce qui a été dit ce matin, qu'il y a des pédopsychiatres qui sont capables quand même de s'occuper d'enfants ayant des troubles 10 et des troubles du neurodéveloppement. Et puis, on m'a confié, avec un certain nombre d'autres collègues, la coordination de 2 handbooks of clinical neurology qui sont sur le développement cognitif normal et sur le développement cognitif pathologique, qui sont quand même assez à jour, avec quelques très grands noms qui ont accepté de faire des chapitres. Alors c'est des bouquins qui sont un peu chers, malheureusement. Je trouve que c'est un peu exagéré de nos jours de faire des bouquins aussi chers, mais bon, ils sont extrêmement détaillés. Merci de votre attention. Merci.